C'est vrai, quand j'entends ça, et ça me fait toujours penser à ce qui s'est dit très généralement. Et les entrepreneurs, les dirigeants de sociétés se disent, et pour financer leurs activités, il leur faut absolument se retourner vers des banques ou des partenaires financiers. C'est peut-être vrai que les partenaires financiers, ces banques-là, sont des acteurs majeurs de financement donc, de l'économie. Mais il faut qu'un dirigeant et un entrepreneur comprennent que la première source de financement de son entreprise, c'est son organisation. Comment sa structure est organisée est un indicateur, ou est un inducteur, j'allais dire ça comme ça, est un inducteur d'économie, donc qui permettent à l'entreprise de dégager des ressources financières internes, de sorte à financer son développement. Ça, on le dit à des étudiants, mais si on veut être très factuel, vous imaginez une société qui devrait payer 20 millions d'impôts et qui se retrouve à ne payer que 2. Simplement parce que, 1, elle a été bien organisée, elle a une bonne comptabilité, une bonne gestion. Et 2, le dirigeant a compris que, en ayant cette organisation, il peut faire valoir un certain nombre de dispositions du Code général des impôts, à l'effet donc de profiter d'économies ou de réduction d'impôts. Cette économie de 20 millions qui va être faite par l'entreprise peut servir donc à financer de nouvelles productions, de nouvelles lignes de production ou à, comme on appelle, à faire des recrutements de nouvelles compétences de sorte à assurer donc la croissance de l'entreprise dans le temps. Donc c'est vraiment très important que le dirigeant se dise il faut d'abord que je regarde à mon niveau avant d'aller vers les autres. Parce que dans tous les cas, une banque ne vous finance que lorsqu'elle est sûre que vous avez les ressorts nécessaires pour lui rembourser ce qu'elle vous a apporté. Or, l'un des aspects les plus importants, et je ne sais pas, c'est pas caché, on le sait, les banques vous demanderont un certain nombre de documents. Ils vont vous demander vos statuts, vos comment on appelle, les registres de commerce, votre comptabilité, vos bilans, vos états financiers. Tout ça, c'est la conséquence de votre organisation. C'est pour s'assurer que vous avez un niveau d'organisation ou de gouvernance optimale, de sorte à ce que ça garantisse le remboursement des sommes qu'elles vont mettre à votre disposition. Quand on a dit ça, on peut regarder ou inciter les dirigeants à regarder les poches d'économie d'impôts qui existent. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et c'est dommage que, en tout cas de notre position en tant que conseil d'entreprise, de constater que les entreprises ne profitent pas véritablement de ça. Nous, dans notre portefeuille, on a rencontré des PME qui existaient depuis quelques années, qui avaient, comme on appelait, 5-10 années d'existence, mais qui maintenant se rendent compte qu'elles pouvaient profiter de certaines dispositions du code fiscal, de sorte à payer moins d'impôts. Quand je dis ça, je pense par exemple à la réduction d'impôts pour création d'emplois. Vous imaginez, depuis 10, 15, 20 ans, la loi fiscale en Côte d'Ivoire permet à une société qui a créé des emplois, donc qui a embauché des gens par un contrat à durée indéterminée, notamment des Ivoiriens, puisse faire une économie, enfin avoir une réduction d'impôts de 1 million à 1,5 million francs par personne qui a été recrutée. Pour cette année 2024 seulement, et pour ne pas dire des bêtises, nous, au cabinet, on a fait économiser une 50aine de millions à des entreprises. Parce qu'on a ressorti ces aspects et on a monté les dossiers pour que les entreprises puissent profiter de ce crédit d'impôt. Elles sont bien contentes. Mais cette économie leur permet de réinjecter ces sources de financement, ces ressources-là, dans d'autres projets et développer davantage leur entreprise. Donc,
un dispositif qui doit être véritablement, à mon avis, regardé davantage par les entrepreneurs, notamment les petites et moyennes entreprises. Parce que ce sont elles qui sont beaucoup en besoin de ressources financières autres. Et donc, ça leur permettra d'optimiser véritablement les trésoreries. Donc, vous allez constater que pour profiter du dispositif donc de l'article 111, quand je dis article 111, ce sont les créations d'emplois dans les entreprises qui permettent d'avoir donc les économies dont je parlais tout à l'heure. Avoir une comptabilité régulière est une condition pour en profiter. C'est pourquoi j'incite généralement, notamment les PME, parce que les grosses entreprises n'ont pas forcément ce sujet à traiter. Et j'invite les PME généralement à avoir des cabinets qui les suivent, et des cabinets d'expertise comptable qui ont comme on appelle, la compétence et autres, pour les accompagner dans l'organisation de leur entreprise. C'est à cette condition que, généralement, donc, vous profitez de ce dispositif. À côté de ce dispositif, vous avez un dispositif que nous appelons l'article 110 du Code général des impôts, qui permet donc effectivement aux entreprises qui ont fait des investissements de profiter de l'économie d'impôts. Imaginez, pour faire simple, imaginez une entreprise, disons une PME, parce que moi j'aime beaucoup parler des PME, parce que ce sont elles qui ont véritablement des difficultés dans ce genre de situation, notamment pour financer leur développement et leur croissance. Imaginez une PME qui a décidé d'investir 100 millions pour une nouvelle ligne de production, ou pour moderniser son ancienne ligne de production, ou pour augmenter ses capacités et autres. Depuis plus de 10 ans, la loi en Côte d'Ivoire permet que ces 100 millions qui ont été investis, dans le cas de notre hypothèse, par la PME, elles puissent faire une économie d'impôt qui va jusqu'à 40% du montant. Mais c'est pas génial ça? Vous imaginez 40 millions d'économies d'impôt pour une PME? C'est une ressource importante. Peut-être qu'elle n'ira même pas voir une banque à la fin pour financer le recrutement d'un nouveau chef de production ou de financer, comme on appelle, l'achat de véhicules de livraison de ces produits finis ou de ces matières premières. Mais combien d'entreprises profitent de ces dispositions? En tout cas, de ma position, j'en ai pas vu beaucoup. Et elles ont toujours été surprises lorsque je leur ai dit, mais vous avez fait ça, mais vous auriez pu profiter de ceci. Ah bon, ça existe? J'ai dit, bien sûr, ça existe. Donc moi, j'invite vraiment les dirigeants et les entrepreneurs à se rapprocher généralement des spécialistes de ces questions fiscales et autres, de sorte à pouvoir profiter véritablement de ces dispositions, de ce dispositif d'économie d'impôt qui existe. Si vous remarquez bien, généralement, quand l'État vous donne quelque chose, il y a des conditions pour en profiter. L'économie d'impôt que vous faites en matière d'investissement, donc que nous appelons article 110, vous avez, je crois, 4 conditions pour profiter de cette économie d'impôt. Mais l'une des conditions centrales, c'est d'avoir une comptabilité régulière. Donc une bonne comptabilité. Donc une comptabilité qui est bien tenue. Une entreprise doit comprendre que avoir une comptabilité, ce n'est pas une alternative pour elle. C'est une obligation. Si elle veut profiter de l'ensemble des opportunités qui peuvent s'offrir à elle sur le plan fiscal ou sur le plan financier, ou juridique et social, l'une des conditions premières, c'est d'avoir une comptabilité régulière. Parce que c'est la comptabilité régulière qui peut être présentée comme preuve
en cas de contentieux et autres. Si votre comptabilité n'est pas régulière, vous ne pourriez pas la présenter à quelqu'un. Il y a un autre dispositif qui existe depuis, on va dire, 5 ans à peu près, mais pour d'autres points, on va dire peut-être 10-15 ans. Vous imaginez une PME, donc une entreprise qui est jusqu'au, je crois, micro-entreprise. C'est des entreprises qui ont jusqu'à, je crois, 200 millions de chiffre d'affaires. Lorsque vous avez une convention avec un expert comptable ou un centre de gestion agréé pour tenir votre comptabilité et autres, vous pouvez profiter de 33% de réduction d'impôts. Donc, vous partez de 6% d'impôts à payer à 4% d'impôts à payer. Donc, en valeur absolue, ça vous fait 33% d'économie d'impôts. Donc, pour regarder, pour avoir une bonne idée de ça, imaginez une micro-entreprise qui devrait payer 12 millions d'impôts parce qu'elle a réalisé 200 millions de chiffre d'affaires. On lui dit de payer 8 millions d'impôts. Tout simplement parce qu'elle est suivie par un CGA ou par un expert comptable. Mais elle gagne doublement. Pourquoi? Parce que premièrement, elle gagne l'expertise d'un professionnel du chiffre qui va l'accompagner dans son organisation et autres au quotidien. Et deuxièmement, elle paye moins d'impôts par rapport à une autre société du même secteur qu'elle, qui ne profite ni de l'expertise d'un professionnel et ni de l'économie d'impôts. Évidemment, ces deux entreprises, si on les met sur un même marché, celle qui a une économie d'impôts va remporter le marché par rapport à l'autre. Donc, ce sont des points de compétitivité de nos PME que les dirigeants et les entrepreneurs doivent véritablement regarder, de sorte à pouvoir continuer à exister. Parce que je ne vous le cache pas, vous savez, les statistiques en France montrent que 5 entreprises et PME, voilà, sur 7 disparaissent au bout de 5 ans d'existence. Nous sommes en France. Et récemment, lors du forum des PME, où j'ai eu donc l'avantage d'être modérateur d'un panel, et c'est l'occasion pour moi de dire merci à la présidente du MPME, Madame Patricia Zondi, et on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, sur la base des chiffres de la Banque africaine de développement qui sont contenus dans le dernier rapport donc, de la Banque africaine de développement, on a une grande donc, majorité de PME qui meurent après seulement 3 années d'existence. C'est vrai que le rapport n'est pas allé jusqu'à donner les causes, mais nous on peut vous le dire. Généralement, c'est la mauvaise organisation et le manque de financement. Donc voilà, un peu pour nous, des choses qu'il faut regarder au niveau des entreprises de sorte à pouvoir non seulement se maintenir et sur le marché et puis être compétitif par rapport aux autres. Toujours sur la question des économies d'impôts. Et, vous savez, dans le Code général des impôts, une entreprise qui achète un brevet c'est quoi? C'est un procédé de fabrication, c'est comme on appelle une méthode de fabrication qui a été pas labellisée, mais qui a été reconnue par des organismes et donc de la propriété intellectuelle. C'est ce qu'on appelle un brevet. Après, c'est dans les mêmes familles que les marques et les procédés de fabrication, et les licences et autres. Une entreprise en Côte d'Ivoire qui achète un brevet de fabrication, la loi lui permet d'avoir une économie d'impôt sur le coût d'achat du brevet. Faisons les choses simples. Vous achetez un brevet avec Microsoft, pour ne pas faire des publicités, pour 100 millions. La loi en Côte d'Ivoire vous permet d'avoir une économie d'un pourcentage, je pense, dans l'ordre de 50%, 40 ou 50% de la valeur du brevet en matière d'économie d'impôt. Combien d'entreprises en profitent?
Moi, j'en ai croisé qui ont acheté, qui ont acquis des brevets. Mais croyez-moi qu'ils ne profitent pas de ce dispositif. Dans cette même veine, vous avez une économie d'impôt pour les recherches et développement. Vous voyez, les entreprises dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la transformation et autres, ont souvent en interne des ingénieurs, des spécialistes qui réfléchissent à des méthodes de fabrication, à des procédés et autres. On appelle ça des recherches et développement. La loi en Côte d'Ivoire permet que des entreprises qui consacrent plus de 15% de leurs charges pour les recherches et les développements puissent profiter jusqu'à, je crois, 50% d'économie d'impôt portant sur ces charges. Bon, j'ai eu l'avantage de travailler il y a quelques années sur une catégorie d'entreprises dans le domaine donc, de la création digitale et de la création digitale de l'économie numérique et tout ça. Mais croyez-moi, je n'ai croisé aucune sur une vingtaine en Côte d'Ivoire, je n'ai croisé aucune qui a pu me dire qu'elle a profité de ces dispositifs. J'étais bien surpris et je me demande, mais pourquoi? Mais on ne sait pas. Donc ça voudrait dire que les dirigeants devraient se rapprocher davantage de leurs conseils et puis identifier ces poches d'économie qui leur permettraient donc de profiter de beaucoup d'avantages et fiscaux et autres, et qui leur permettraient de faire effectivement des économies. Donc, pour profiter des avantages en matière de réduction d'impôts, d'économie d'impôts, sur la question de l'article 114 et frais de recherche et développement et autres, l'une des conditions, évidemment, c'est d'avoir une comptabilité régulière. Et la comptabilité régulière pourrait s'entendre, en tout cas dans le cadre d'une PME, d'avoir un professionnel qui l'accompagne. Et en l'espèce, c'est un expert comptable, un cabinet d'experts comptables qui l'accompagne, qui l'aide à se structurer et à s'organiser. Il ne faut pas faire l'économie de se faire assister par ce genre de professionnel. C'est vraiment, à mon avis, très très important. On me dira oui, parce que vous êtes dans le domaine, peut-être. Peut-être. Mais c'est malheureusement la réalité. Et je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai été contacté par des dirigeants de PME qui étaient, j'allais dire carrément littéralement en pleurs, peut-être parce que leur comptabilité a été très mal tenue par des personnes qui n'en avaient pas forcément la compétence et qui a abouti à des redressements fiscaux faramineux. Mais nous ne sommes pas des médecins légistes, quoi. Ils venir faire et savoir pourquoi est-ce que l'entreprise est morte. Mais nous sommes des médecins. Faire en sorte que l'entreprise ne tombe pas malade, ou même qu'elle est malade, qu'on puisse la soigner. Vous avez également le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît, un CPC, qui, dans son organisation, a mis en place un dispositif spécifique pour les PME. Que ce soit au niveau du code des investissements, ou que ce soit même la manière de traiter les dossiers en interne au niveau de cette agence de l'État, permet aux PME de bénéficier de beaucoup de réduction d'impôts. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que dès qu'on dit réduction d'impôts, dès qu'on dit exonération d'impôts, dès qu'on dit économie d'impôts, on peut dire performance de l'entreprise. On peut dire rentabilité de l'entreprise. Parce que si vous avez moins de charges, mécaniquement, votre rentabilité devrait augmenter, devrait s'améliorer, on va dire. Et si votre rentabilité s'améliore, tout le monde gagne. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous y gagnez, parce que vous allez avoir des bénéfices. Et les salariés vont y gagner, peut-être parce qu'ils auront non seulement leur salaire, mais ils pourront prétendre à des augmentations de salaire. Et vous allez créer, la société va gagner, je veux dire, l'environnement économique va gagner, parce que vous allez créer de nouveaux emplois.
Donc, qui dit économie d'impôt, qui dit exonération d'impôt, dit donc performance économique, performance financière des sociétés. Au niveau du CPC, les PME donc, qui investissent, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, ont un dispositif assez avantageux qui leur permet donc de profiter de beaucoup de potentialités, de beaucoup d'exonérations, que ce soit les exonérations en matière douanière, que ce soit les exonérations sur les impôts des sociétés, qu'on appelle le BIC en Côte d'Ivoire, les exonérations sur la patente, la taxe professionnelle en France, et sur l'impôt foncier, toutes ces exonérations-là, à la fin, je veux dire à la fin de la journée, ça fait beaucoup d'argent que vous n'aurez pas à payer à l'État et que vous pourriez distraire pour d'autres projets de développement ou qu'on appelle d'amélioration de votre production. Alors donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, je pense que les PME ne profitent pas véritablement des dispositifs qui existent au niveau national, qui leur permettent donc d'avoir de meilleures économies, de meilleures performances. Et deuxièmement, et donc c'est la conséquence de la première, c'est de dire qu'elles devraient tenir compte de cela dans leur stratégie globale de développement, de prise de marché, de croissance et autres. Et pour moi, c'est vraiment très important. On a longtemps dit que nos villes ne sont pas propres. Bon, ben, c'est un euphémisme, hein, c'est pour ne pas dire qu'elles sont sales. Et derrière cela, l'État a mis en place un dispositif fiscal pour encourager les entreprises dans le domaine du recyclage des déchets et autres. Ce dispositif dit quoi? Il est simple. Toutes les entreprises qui sont dans le domaine du recyclage des déchets profitent d'une économie d'impôt de 15%. Ça veut dire quoi? Imaginez que vous vous êtes installé en tant que PME ou en tant qu'une grosse entreprise. Et votre travail consiste donc à installer une usine qui va transformer les déchets en, on va dire quoi, en tapis ou en maroquinerie, en ce que vous voulez, mais en tout cas qui va les recycler en des biens de consommation. Ça peut être des verres, des assiettes et autres, ou des seaux de poubelle, tout ça. L'État dit, puisque vous faites ça, et que vous nous débarrassez des déchets, nous on vous donne une prime. On vous accorde un peu d'argent. Et cet argent qu'on vous accorde se fera sous la forme d'une économie d'impôt. 15%. Donc vous imaginez, vous investissez pour 100 millions. L'État vous dit, vous avez une économie de 15 millions. C'est pas génial ça? Une PME qui s'installe dans un tel secteur, qui sait que au bout du compte, elle devrait payer 20 millions d'impôts, si on lui dit vous faites 15 millions d'économies, il y aurait 5 millions d'impôts à payer. Croyez-moi, ces 15 millions d'économies peuvent lui servir donc à cette PME de faire de nouveaux investissements ou de développer son entreprise davantage. Donc ce sont des choses comme ça. Alors on me dira, l'administration fiscale ne communique pas suffisamment sur ces dispositions, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est elle qui va perdre de l'argent, donc on prend des textes, oui, d'accord, après, bon, si on dit nul n'est censé ignorer la loi, si la loi est prise, c'est vous en tant qu'opérateur économique, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur d'être, de faire la veille fiscale, de faire la veille juridique, la veille stratégique, aller vers l'information. Un bon dirigeant doit être capable de savoir ce que les décideurs politiques ont en tête de faire dans les 2, 3, 4 années à venir, dans son secteur d'activité, ou dans d'autres secteurs d'activité. C'est ça la veille stratégique. Et c'est ça qui vous permet
de décider de rester dans un métier, de consolider le métier dans lequel vous êtes, ou d'y sortir dans les années à venir. Donc, l'administration va faire prendre des textes, mais c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, d'aller à la source de l'information et puis voir dans quelle mesure vous pouvez véritablement profiter. Vous pouvez me dire également, bon, c'est pas notre métier, moi en tant qu'ingénieur des travaux publics, si j'ai une entreprise dans ce domaine, c'est de faire des routes, c'est de construire des ponts. Dans ce cas, il faut confier ça à des spécialistes. Vous leur dites, faites-moi un mémorandum sur les opportunités que je peux avoir dans mon secteur d'activité pour lesquelles je suis éligible. Et vos spécialistes le feront pour vous. Ça ne coûtera pas grand-chose, mais ça vaudra beaucoup d'argent pour vous. Donc, je vous exhorte, en tant qu'entrepreneur, de mettre ça dans votre démarche stratégique. Et c'est ça qui vous permettra d'être compétitif sur votre marché par rapport à d'autres entreprises qui ne le feront pas. Ce sujet, j'avoue que je suis souvent assez peiné de l'aborder, parce que bon, je suis de ceux qui pensent que on interprète la loi lorsqu'elle n'est pas claire. Sinon, lorsqu'elle est claire, on n'a pas besoin de l'interpréter. Malheureusement, et c'est le cas de le dire, on est confronté à beaucoup de cas d'interprétation de ce dispositif qui porte sur les redevances industrielles. Une loi a été prise, je crois que ça doit être une ordonnance, en 2015, si j'ai bonne mémoire, pour présenter le dispositif des redevances industrielles. Bon, il faut qu'on soit d'accord. Moi, je pars de l'hypothèse qu'on doit être d'accord sur les définitions. C'est quoi un terrain industriel? C'est quoi une redevance industrielle? Si nous sommes d'accord sur ces deux définitions, je pense que la question va se résoudre d'elle-même. Le terrain industriel, c'est un terrain qui a été classé comme tel par l'administration ivoirienne, enfin, par une administration. En l'espèce, dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, à travers certainement le ministère de l'Industrie, va classer une catégorie de terrain ou de zones comme étant des zones industrielles. C'est par exemple le cas de la zone industrielle de Yopougon, de Vridi, de Boaké, à la sortie de Yamoussoukro aussi, et puis de certaines villes donc de la Côte d'Ivoire. C'est cet acte-là qui rend un terrain industriel. Derrière cet acte, il y a un certain nombre de services que l'État va mettre à disposition des entreprises qui vont s'installer sur ces terrains. Ça me permet de faire la transition sur la redevance. La redevance, juridiquement, c'est une contribution. J'allais dire qu'une personne paye en contrepartie d'un service qui lui est rendu, généralement par les pouvoirs publics. Quand on fait la jonction de ces deux définitions, vous comprenez que la redevance industrielle, s'entend, ne devrait être due que lorsqu'un opérateur économique se trouve installé sur un terrain industriel. Donc, profite, à mon avis en tout cas, des services de l'État à travers la mise à disposition de ce terrain industriel. Alors, quand on me dit, et c'est le cas, moi j'ai beaucoup d'entreprises qui ont cette difficulté, qui ont acquis des terrains en dehors des zones industrielles, qui ont eu des autorisations de s'installer, donc, et installer leurs usines sur ces terrains, et à qui on vient demander une redevance industrielle. Je ne vous parle pas de 500 000, souvent c'est 11, 20, 30, 40, 50 millions que l'administration fiscale vient réclamer à ces entreprises. Peut-être que moi je ne comprends pas très bien la loi, c'est possible, mais je ne comprends pas cette aberration. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que l'administration fiscale nous éclaire véritablement sur le sujet. En tout cas, pour ce qui me concerne, il y a 1 ou 2 ans, j'avais saisi la Direction générale des impôts et à travers un rescrit fiscal
à l'effet donc d'éclaircir sa position par rapport à ce sujet. Bon, malheureusement, j'ai pas reçu de réponse. Et malheureusement aussi, les entreprises industrielles continuent de souffrir de cette incompréhension que les uns et les autres ont du dispositif fiscal actuellement. Et vraiment, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. C'est l'occasion pour moi peut-être d'en appeler à la Direction générale des impôts pour qu'elle puisse nous dire concrètement à quel moment une entreprise devrait payer une redevance industrielle. Est-ce que du fait seulement que l'entreprise soit une entreprise de transformation, donc une entreprise industrielle, ça ouvre automatiquement droit au paiement de redevance? Ou bien c'est le fait d'être installé sur un terrain industriel, dans une zone industrielle, que la redevance est due. Ce serait peut-être bien de clarifier sa position.